La douleur est une partie fondamentale de l'existence humaine. Peu importe combien nous essayons de l'éviter ou de la supprimer, elle trouvera toujours un moyen de se manifester. Cependant, ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que la douleur n'est pas un ennemi à craindre, mais une opportunité à saisir. La clé est de la reconnaître et de l'accepter. Accepter la douleur n'est pas se rendre à elle, mais comprendre qu'elle fait partie de notre nature. Cette reconnaissance nous permet de commencer à la traiter au lieu de l'ignorer ou de lutter contre elle. Si nous cherchons seulement à lui échapper, nous manquons la leçon que la douleur a à nous enseigner. La douleur, dans son essence, est inévitable. Mais si nous l'acceptons comme un maître, au lieu de la voir comme un fardeau, nous pouvons commencer à comprendre que ce qui nous arrive est une opportunité de croissance. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, a dit que l'univers est toujours en changement et que ce que nous considérons comme souffrance peut être la nature même du processus de transformation. Au lieu de tomber dans le désespoir, nous pouvons reconnaître que la douleur nous prépare à être plus forts et plus sages. Dans ce processus de reconnaissance, il ne s'agit pas de chercher un réconfort immédiat ou de nier les émotions difficiles qui surgissent, mais de voir la douleur avec les yeux d'un apprenant. Chaque fois que nous faisons face à un défi ou à une souffrance, nous nous entraînons à la résilience et à la capacité de nous adapter à l'inattendu. La douleur, alors, cesse d'être seulement un obstacle. Elle devient une force qui nous pousse à évoluer. Accepter la douleur est un acte de courage, d'ouverture à ce que nous ne pouvons pas contrôler et de volonté d'apprendre de chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle. Changement de perspective. Une fois que nous avons reconnu la douleur, l'étape suivante est de changer notre perspective sur elle. La façon dont nous interprétons la souffrance est cruciale. Les stoïciens nous enseignent que ce qui importe vraiment n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous l'interprétons et comment nous choisissons de réagir à cela. La douleur n'a pas à être une punition. Elle peut être l'étincelle qui allume le feu de la croissance personnelle. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, dit que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur les choses. Ce principe est clé dans le processus de libération émotionnelle. Nous devons changer le récit que nous nous faisons sur la douleur. Au lieu de nous voir comme des victimes de la vie, nous pouvons choisir de réécrire notre histoire. La douleur peut être vue non pas comme un ennemi, mais comme un défi qui offre un apprentissage profond. En changeant notre façon de voir la souffrance, nous commençons à abandonner la mentalité de victime et à adopter une mentalité d'autonomisation. La souffrance peut nous enseigner beaucoup de choses, la patience, la force, la compassion et l'importance de l'impermanence. Si nous voyons la douleur comme un maître, nous pouvons transformer l'expérience négative en une opportunité de croissance et d'autodécouverte. Ce changement de perspective nécessite une pratique constante. Ce n'est pas facile, surtout lorsque nous sommes en pleine crise ou dans un moment douloureux. Mais à mesure que nous le pratiquons, notre perception de la douleur se transforme. Cesser de se concentrer sur la perte et la souffrance et commencer à se concentrer sur ce que nous pouvons apprendre d'eux change complètement notre expérience. Au lieu de nous sentir vaincus, nous commençons à sentir que chaque défi est une opportunité de construire une version de nous-mêmes plus forte et plus résiliente. Ce changement a non seulement le pouvoir de transformer la façon dont nous affrontons la douleur, mais aussi la façon dont nous vivons nos vies en général. En interprétant la souffrance comme une opportunité, nous commençons à voir la vie elle-même comme une série de leçons, une opportunité d'évoluer et d'apprendre à chaque étape du chemin. Action vers la croissance. La croissance émotionnelle et personnelle n'est pas seulement un processus de pensée, mais un processus d'action. La douleur peut être un puissant moteur de changement, mais ce changement ne se produira pas seulement par la réflexion. Il est nécessaire de faire des pas concrets vers la croissance. Les stoïciens nous enseignent que l'action est le véritable moteur du progrès. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler notre réponse. Cela implique de prendre des décisions quotidiennes qui nous mènent vers l'amélioration personnelle.
indépendamment de ce que la douleur ou l'adversité peuvent nous faire ressentir à ce moment-là. La douleur peut nous paralyser si nous la laissons gouverner nos émotions. C'est pourquoi l'étape suivante consiste à agir. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que nous voulons changer, mais d'agir en conséquence. Si la douleur a révélé une faiblesse, une insécurité ou une limitation, il est temps d'aborder ces domaines de notre vie avec détermination. La croissance n'est pas seulement atteinte par la pensée et la réflexion, mais par des pas réels qui nous mènent vers un état de bien-être accru. C'est le moment où nous devons nous engager à changer nos habitudes, à améliorer notre santé mentale, à travailler sur nos relations, à établir des objectifs clairs et à prendre des décisions alignées avec nos valeurs. Peu importe la petitesse du pas, chaque action compte. En mettant en œuvre de petits changements, nous commençons à nous diriger vers une vie plus épanouie, à prendre le contrôle de notre histoire et à nous éloigner de la victimisation. La résilience émotionnelle se construit avec des actions quotidiennes, cohérentes. Prendre les rênes de nos émotions implique d'agir, pas seulement de penser. Les émotions, si elles ne sont pas gérées, peuvent prendre le contrôle, mais l'action consciente a le pouvoir de nous mener à un espace de paix. Les pratiques quotidiennes que nous mettons en œuvre, comme prendre soin de notre corps, gérer nos émotions ou apprendre de nouvelles compétences, deviennent les bases d'une croissance durable. Ces actions ne guérissent pas seulement les blessures émotionnelles, mais nous permettent aussi de nous développer au-delà de ce que la douleur nous a appris, avançant vers une version plus forte de nous-mêmes. Pour assurer que la croissance et la transformation soient durables, nous devons incorporer des pratiques quotidiennes qui nous aident à maintenir le cap. Ces pratiques ne servent pas seulement d'antidote à la douleur, mais aussi de moyens constants de renforcer notre résilience émotionnelle. La constance est la clé. Avec le temps, ces pratiques deviennent des habitudes qui nous soutiennent dans notre évolution continue. La première pratique consiste à éliminer les souvenirs visuels. Lorsque nous cherchons à nous libérer émotionnellement, l'environnement joue un rôle fondamental dans notre bien-être. Les souvenirs visuels, comme les photos, les objets ou toute image qui évoque des émotions passées, ont une influence puissante sur notre état mental. Souvent, sans nous en rendre compte, ces images nous maintiennent coincés dans un cycle émotionnel qui nous empêche d'avancer. Au lieu de les laisser comme de simples décorations, nous devrions considérer comment ces souvenirs continuent d'affecter notre capacité à guérir et à grandir. Éliminer les souvenirs visuels ne signifie pas oublier ce que nous avons vécu, mais faire de la place pour le présent. Chaque image ou objet que nous voyons à plusieurs reprises a le pouvoir de déclencher une réponse émotionnelle. Si ces images sont liées à des expériences douloureuses, chaque fois que nous les voyons, nos émotions sont à nouveau entraînées vers ces moments de souffrance. Ce processus de réactivation constante peut renforcer les liens émotionnels avec le passé, nous empêchant d'avancer vers un avenir plus sain. La pratique d'éliminer les souvenirs visuels est donc une action libératrice. Lorsque nous décidons de mettre de côté ces éléments de notre environnement, nous ne faisons pas seulement le ménage physiquement, mais nous faisons aussi une déclaration interne que nous sommes prêts à lâcher prise. Se libérer des objets qui représentent la tristesse ou la douleur est un acte de soin de soi profond, car il nous permet de reconfigurer notre relation avec le passé. En le faisant, nous créons une atmosphère qui favorise notre bien-être et notre guérison. Ce processus ne nécessite pas de se précipiter. Il peut être progressif et doit être fait de manière consciente, en choisissant ce qui n'a plus de valeur positive ou constructive pour notre vie. Il est essentiel d'être sélectif et réfléchi, car chaque souvenir visuel a un impact. Lorsque nous éliminons quelque chose, nous nous permettons de libérer de l'énergie émotionnelle emprisonnée, créant de l'espace pour de nouvelles expériences, souvenirs et relations plus saines. En nettoyant notre environnement des souvenirs qui nous limitent, nous nous donnons la permission de guérir. Cet acte symbolique d'éliminer ce qui ne sert plus devient un premier pas puissant vers la transformation émotionnelle. Il nous permet de reconnaître que notre bien-être est directement lié aux décisions que nous prenons sur ce que nous gardons dans notre vie.
En le faisant, nous nous donnons l'opportunité de vivre pleinement dans le présent, sans les ombres de ce qui n'existe plus. La deuxième pratique consiste à libérer les idéaux romantiques. À de nombreuses reprises, nous nous accrochons à des idéaux romantiques qui, bien qu'attrayants en théorie, nous éloignent de la réalité et nous maintiennent piégés dans des attentes peu réalistes. Ces idéaux sont des constructions mentales qui projettent une vision idéalisée des relations, de l'amour et de la vie en général. Lorsque nous n'arrivons pas à atteindre ces attentes, la douleur émotionnelle peut être profonde, car nous sommes confrontés à la frustration que nos expériences ne correspondent pas à la fantaisie que nous avions en tête. Libérer les idéaux romantiques est une pratique essentielle pour retrouver notre paix émotionnelle. Ces idéaux, souvent influencés par des films, des livres ou même des expériences passées, nous font espérer que les relations soient parfaites, sans conflit, sans imperfection et toujours pleines de passion éternelle. Mais la réalité est que les relations authentiques nécessitent des efforts, de la compréhension, de la communication et une croissance mutuelle. En nous accrochant à une vision idéalisée de l'amour, nous créons une barrière qui nous empêche de voir la beauté de ce que nous avons réellement ou de ce que nous pouvons construire. Libérer ces idéaux ne signifie pas abandonner le désir d'avoir une relation profonde ou significative, mais plutôt accepter que l'amour véritable ne correspond pas au moule de perfection que nous avons créé dans notre esprit. C'est un acte d'ouvrir les yeux sur l'authenticité de nos interactions, sur l'imperfection qui les rend réelles et précieuses. L'amour et les relations n'ont pas besoin de suivre une formule parfaite. Il s'agit de connexion, de respect et de croissance conjointe. En libérant ces idéaux, nous commençons à accepter que les erreurs, les différences et les imperfections font partie intégrante de toute relation réussie. Ce changement de perspective nous permet de profiter de l'amour sans la pression de répondre à des attentes irréalistes. Il nous libère de l'anxiété générée par l'effort de vivre selon un scénario qui ne nous appartient pas. En vivant de manière plus authentique et réaliste, nous nous permettons d'être plus heureux et satisfaits dans nos relations, en profitant de ce que nous avons réellement, au lieu de lutter pour quelque chose qui n'existe que dans notre esprit. Dans ce processus de libération, nous devenons plus ouverts à de nouvelles formes d'amour et de connexion, sans la nécessité que tout corresponde à un idéal. Cette pratique améliore non seulement notre capacité à aimer, mais aussi notre aptitude à accepter et à valoriser ce qui compte vraiment dans nos relations. La troisième pratique consiste à faire une retraite personnelle. Au milieu de l'agitation quotidienne, nous nous retrouvons souvent pris dans les demandes externes, que ce soit le travail, les relations ou les attentes sociales. Tout cela peut nous laisser émotionnellement épuisés, sans temps pour réfléchir, rétablir notre équilibre et renouer avec notre essence. Faire une retraite personnelle est une pratique puissante qui nous permet de nous déconnecter du bruit extérieur et de nous concentrer sur notre propre processus interne. Une retraite personnelle n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué ou de coûteux. Elle peut être aussi simple que de prendre une journée ou un week-end pour soi, sans distraction, sans la pression de répondre aux attentes des autres. C'est un espace pour se concentrer sur la connaissance de soi, pour s'arrêter et réfléchir à ce que nous voulons vraiment, comment nous nous sentons et quels changements nous souhaitons apporter à nos vies. Dans cet espace, nous pouvons nous éloigner des routines quotidiennes et redécouvrir notre voix intérieure, celle qui est souvent étouffée par les soucis quotidiens. Pendant ce temps, nous pouvons le consacrer à des activités qui nourrissent notre esprit et notre âme, comme la méditation, l'écriture dans un journal, la lecture de livres qui nous inspirent ou simplement l'introspection dans la nature. L'objectif n'est pas de fuir nos responsabilités, mais de donner à notre esprit le repos dont il a besoin pour traiter les émotions, les pensées et les décisions importantes. En nous éloignant temporairement des sources de stress, nous pouvons atteindre une clarté qui nous permet de prendre des décisions plus alignées avec nos véritables désirs et besoins. La retraite personnelle nous aide également à renforcer notre relation avec nous-mêmes. Dans un monde qui nous demande constamment d'être disponible pour les autres,
Ce temps seul est un rappel que notre propre paix intérieure et notre bien-être sont fondamentaux. En pratiquant cette déconnexion, nous sommes capables de recharger nos énergies, de nous donner la permission d'être vulnérables et de guérir des expériences qui nous ont affectés. Il est important de se rappeler qu'une retraite personnelle ne doit pas être vue comme une évasion de nos problèmes, mais comme une opportunité de les affronter avec une nouvelle perspective. Cet espace nous donne l'occasion de guérir, de nous réinventer et de sortir avec une meilleure compréhension de ce que nous voulons vraiment et dont nous avons besoin pour avancer dans notre processus de transformation émotionnelle. La quatrième pratique consiste à adopter une approche de mentalité de croissance. L'une des barrières les plus courantes dans le processus de libération émotionnelle est notre mentalité face aux difficultés et à la douleur. Souvent, lorsque nous traversons des situations difficiles, nous tombons dans le piège de croire que la souffrance définit qui nous sommes ou que nous ne serons jamais capables de la surmonter. Adopter une mentalité de croissance est une pratique transformatrice qui nous permet de voir la douleur et les défis comme des opportunités d'évolution plutôt que comme des obstacles insurmontables. Une mentalité de croissance, telle que définie par la psychologue Carol Dweck, repose sur la croyance que nos capacités et nos émotions ne sont pas fixes, mais peuvent évoluer avec le temps, l'effort et la réflexion. Cette mentalité nous permet d'affronter nos expériences émotionnelles avec une attitude proactive, voyant chaque obstacle comme une marche vers la surmonte. Au lieu de nous lamenter sur ce que nous avons perdu ou sur ce que nous n'avons pas encore accompli, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons apprendre et comment nous pouvons nous améliorer grâce à nos expériences. La douleur émotionnelle peut sembler un fardeau insupportable, mais lorsque nous adoptons cette approche, nous commençons à voir les émotions difficiles comme des signaux de croissance plutôt que comme des menaces. Chaque fois que nous sommes confrontés à une perte, un échec ou un défi émotionnel, nous avons l'opportunité de nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je me transformer à partir de cette expérience ?» Ce changement de perspective est crucial pour libérer nos émotions des griffes de la souffrance sans fin. La mentalité de croissance nous permet de comprendre que la douleur ne nous définit pas. Ce n'est qu'une étape sur notre chemin vers une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Elle nous aide à reconnaître que le processus de guérison et de croissance n'est pas linéaire et que les faux pas font partie naturelle du parcours. En adoptant cette approche, nous nous donnons la permission de faire des erreurs, d'être vulnérables et de continuer à avancer sans rester coincés dans la peur ou l'autocritique. Lorsque nous appliquons une mentalité de croissance à notre vie émotionnelle, nous cessons d'être des victimes de nos sentiments et nous devenons des acteurs actifs de notre guérison. Nous apprenons à accepter que la douleur peut être un outil puissant pour l'autodécouverte, l'auto-soin et la libération émotionnelle. Cette approche nous permet de transformer ce qui était auparavant un fardeau en une opportunité d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur la façon dont nous pouvons vivre avec plus d'équilibre, de paix et de but. La cinquième pratique consiste à redéfinir votre identité personnelle. L'une des façons les plus puissantes de nous libérer émotionnellement est de revoir et, si nécessaire, de redéfinir notre identité personnelle. Souvent, les expériences difficiles, les attentes sociales et les croyances limitantes sur nous-mêmes nous lient à une version du passé qui ne nous sert plus. Nous nous définissons par les étiquettes que d'autres nous ont imposées ou par les rôles que nous avons adoptés au fil des années. Se libérer de ces anciennes définitions nous donne le pouvoir de reconfigurer qui nous sommes vraiment. Redéfinir notre identité personnelle est un processus qui nécessite de l'auto-exploration et du courage. Il implique de remettre en question les croyances et les récits que nous avons adoptés sur nous-mêmes. Comment nous voyons-nous? Sommes-nous la personne que nous pensions être ou avons-nous simplement répondu aux attentes des autres? Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour briser les chaînes émotionnelles qui nous maintiennent ancrés dans de vieux schémas de pensée et de comportement. Pour commencer à redéfinir notre identité,
Nous devons nous donner la permission de repenser qui nous sommes en dehors de nos circonstances passées. Si nous avons traversé une période de souffrance, d'échec ou de perte, il est facile de tomber dans le piège de penser que ces expériences nous définissent. Cependant, chacun de nous a la capacité de se transformer, d'apprendre et d'évoluer. Ce qui nous est arrivé n'a pas à dicter notre identité. Nous pouvons choisir quels aspects de notre vie nous voulons laisser derrière nous et lesquels nous voulons intégrer dans une nouvelle version de nous-mêmes. Ce processus de redéfinition implique également de nous débarrasser des attentes que les autres ont de nous. La véritable libération émotionnelle arrive lorsque nous cessons d'être qui les autres s'attendent à ce que nous soyons et commençons à vivre selon nos propres valeurs et désirs. Par cet acte, nous nous permettons de prendre le contrôle de notre récit personnel. Nous nous libérons des histoires qui ne nous servent plus et nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Redéfinir notre identité n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus continu qui nécessite une introspection constante et la volonté de défier nos propres croyances. En le faisant, nous créons un espace où nous pouvons être authentiquement nous-mêmes, sans le poids des attentes passées, nous permettant de vivre de manière plus libre, cohérente et autonomisée. La 6e pratique consiste à écrire une lettre à ton futur toi. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur le présent que nous oublions que notre évolution émotionnelle et personnelle est un voyage continu. Écrire une lettre à ton futur toi est une pratique puissante qui non seulement te permet de réfléchir à ton processus actuel, mais aussi de visualiser la personne que tu souhaites devenir. Cet exercice d'écriture te donne l'opportunité d'établir une connexion entre ton présent et le futur que tu es en train de construire, ce qui peut être incroyablement libérateur. En écrivant cette lettre, tu peux commencer par réfléchir à tes sentiments actuels, tes défis et tes désirs les plus profonds. Quelles émotions ressens-tu en ce moment? Quels obstacles sens-tu qui t'empêchent d'avancer? C'est l'occasion de déverser tes pensées et émotions, sans censure, et de leur donner de l'espace pour s'exprimer. La lettre est un pont entre ce que tu es maintenant et ce que tu souhaites être à l'avenir. Cependant, le plus puissant dans cette pratique est ce qui suit. Parler à ton futur toi. Imagine que tu écris à quelqu'un qui a réussi à surmonter les défis auxquels tu es confronté maintenant. Visualise comment tu aimerais te sentir à l'avenir, comment tu espères avoir grandi et quels accomplissements émotionnels et personnels tu aimerais avoir atteints. Comment imagines-tu que sera ta vie dans quelques mois ou années? Quel type de personne veux-tu devenir? Cette lettre est une façon de te rappeler ce que tu veux vraiment accomplir, non seulement en termes de buts externes, mais aussi sur le plan émotionnel et psychologique. L'acte d'écrire à ton futur toi a un pouvoir transformateur car il t'invite à donner une direction à ton voyage. En écrivant sur l'avenir que tu désires, tu crées une image claire et puissante de ce que tu veux être. Cet exercice ne te motive pas seulement à avancer, mais te permet aussi de construire une vision positive et pleine d'espoir de ta propre croissance et évolution. Une fois écrite, garde la lettre et relis-la à l'avenir. Tu verras comment ta perspective change, comment tes objectifs se développent et comment tu t'es transformé en la personne que tu as une fois imaginée. Écrire à ton futur toi est une façon de planter les graines pour le changement, t'aidant à libérer la peur de l'avenir et à l'embrasser avec espoir et détermination. La 7e pratique consiste à changer votre approche de l'amour. L'amour, bien qu'étant l'une des émotions les plus puissantes que nous éprouvons, est souvent déformé par des croyances et des attentes peu réalistes. Dans la quête de l'amour, nous tombons souvent dans le piège de penser que notre bonheur dépend de la validation, de la complétude ou du sentiment de plénitude que quelqu'un d'autre peut nous apporter. Cette approche erronée de l'amour nous place dans une position de vulnérabilité émotionnelle, où notre bien-être dépend de facteurs hors de notre contrôle. Changer cette approche est crucial pour notre libération émotionnelle.
La pratique de changer votre approche de l'amour commence par l'amour de soi. Au lieu de chercher constamment la validation des autres, nous devons apprendre à nous aimer et à nous valoriser d'abord. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une forme de respect et de soin envers notre essence. Ce changement de perspective nous permet de comprendre que si nous ne pouvons pas nous aimer et nous accepter tels que nous sommes, il sera très difficile d'offrir un amour véritable aux autres. Lorsque nous travaillons sur notre estime de soi et que nous nous donnons la permission d'être complets sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre, nous transformons notre relation avec l'amour. Ce changement ne s'applique pas seulement à l'amour de soi, mais aussi à la façon dont nous interagissons avec les autres. Souvent, nous entrons dans des relations avec des attentes qui nous amènent à penser que l'amour doit être parfait, sans conflit et sans changement. Cependant, l'amour véritable est dynamique et évolue avec le temps. Changer l'approche implique d'accepter que les relations ne doivent pas être basées sur la perfection, mais sur l'engagement, le respect mutuel et la croissance conjointe. Apprendre à valoriser l'amour dans ses diverses formes, même avec ses imperfections, nous permet de profiter de relations plus authentiques et satisfaisantes. De plus, l'amour ne doit pas être un fardeau ou un besoin émotionnel, mais une expérience de liberté. Le véritable amour est celui qui nous libère et nous permet de grandir, non celui qui nous consume ou nous limite. En changeant l'approche vers un amour plus sain, nous nous libérons de la peur de la perte, de la peur de ne pas être assez bon et de la dépendance émotionnelle. Changer votre approche de l'amour est une étape essentielle vers une vie émotionnellement libre et équilibrée. Cela nous permet de construire des relations plus saines, authentiques et durables, dans lesquelles l'amour de soi et l'amour des autres fleurissent sans attache ni attente. La 8e pratique consiste à consacrer du temps au développement de nouvelles compétences. Le processus de libération émotionnelle ne consiste pas seulement à guérir les blessures du passé, mais aussi à élargir notre capacité à affronter l'avenir. L'une des façons les plus puissantes de le faire est de consacrer du temps au développement de nouvelles compétences. Ce processus améliore non seulement notre confiance en nous, mais nous aide également à reconstruire une identité plus solide, libérée des limitations émotionnelles qui ont pu nous freiner dans le passé. Lorsque nous nous concentrons sur l'apprentissage de quelque chose de nouveau, nous créons un espace pour la croissance personnelle et émotionnelle. L'apprentissage continu ne concerne pas seulement l'acquisition de connaissances dans des domaines professionnels, mais aussi la découverte et la pratique d'activités qui nous passionnent, comme jouer d'un instrument, apprendre une nouvelle langue ou pratiquer la méditation. En nous engageant dans ces activités, nous améliorons notre capacité à gérer le stress et les émotions, car le développement de compétences nous met au défi de sortir de notre zone de confort et de cultiver la patience, la persévérance et la résilience. De plus, le développement de nouvelles compétences nous permet de redéfinir notre relation avec l'échec. Lorsque nous entreprenons d'apprendre quelque chose de nouveau, il est inévitable de faire des erreurs. Cependant, au lieu de voir ces erreurs comme des échecs personnels, nous les transformons en opportunités d'apprentissage. Ce changement de perspective est crucial pour notre libération émotionnelle, car il nous apprend à voir les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des marches vers la croissance. Se consacrer à l'apprentissage de quelque chose de nouveau renforce également notre estime de soi. Chaque compétence que nous acquérons, aussi petite soit-elle, nous rappelle que nous sommes capables de nous adapter, d'évoluer et de progresser. Ce type de réalisation contribue à créer une mentalité de croissance, où nos capacités ne sont pas vues comme fixes, mais comme quelque chose qui peut toujours être étendu. En acquérant de nouvelles compétences, nous acquérons également une nouvelle vision de nous-mêmes, plus riche et plus autonome. Enfin, consacrer du temps au développement de nouvelles compétences nous donne un sens du but et de la direction. En nous engageant dans le processus d'apprentissage, nous nous assurons que nous investissons en nous-mêmes, améliorant notre vie et nous libérant des limitations émotionnelles qui nous empêchent d'avancer.
La 9e pratique consiste à réaliser une détoxification émotionnelle. Dans le monde moderne, nous sommes constamment exposés à une avalanche de stimuli, d'émotions et de situations qui peuvent profondément affecter notre bien-être. Réaliser une détoxification émotionnelle devient une pratique essentielle pour libérer notre esprit et notre cœur des charges émotionnelles que nous accumulons au fil du temps. Cette détoxification implique un processus conscient de nettoyage de nos émotions, des influences toxiques et des pensées qui nous drainent d'énergie. La première étape d'une détoxification émotionnelle est de reconnaître quelles émotions ou situations nous épuisent. Cela peut être le stress prolongé, les relations toxiques, les attentes sociales ou simplement une vie pleine d'inquiétude et de peur. Ces énergies négatives affectent notre capacité à être dans le présent et limitent notre capacité à expérimenter la paix et le bien-être. Identifier et reconnaître ce qui nous cause de la douleur émotionnelle est la première étape pour nous libérer de ce fardeau. Une fois ces émotions ou circonstances identifiées, l'étape suivante consiste à prendre du recul et à créer une distance émotionnelle. Cela peut impliquer de se distancer des personnes ou des situations qui nous affectent constamment de manière négative. Parfois, une simple conversation honnête avec les autres sur ce que nous ressentons peut être libératrice, alors qu'à d'autres moments, il peut être nécessaire de couper ou de réduire l'interaction avec certaines sources de stress. De plus, il est important de pratiquer le pardon dans le cadre de ce processus. Le ressentiment et la rancœur sont quelques-unes des émotions les plus toxiques que nous pouvons stocker. Pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer du poids émotionnel que ces expériences nous imposent. En pardonnant, nous ne libérons pas seulement les autres, mais nous nous libérons aussi des chaînes de la souffrance émotionnelle. Un aspect clé de la détoxification émotionnelle est la création d'un espace de tranquillité et de réflexion. Cela peut être à travers la méditation, la pleine conscience ou même des moments de solitude dans la nature. Ces espaces nous permettent de traiter nos émotions, de renouveler notre énergie et de renouer avec notre paix intérieure. En pratiquant cette détoxification, nous créons également l'opportunité de remplacer les pensées négatives par des affirmations d'auto-acceptation, de gratitude et d'espoir. Réaliser une détoxification émotionnelle est une manière puissante de reprendre le contrôle sur notre vie émotionnelle, nous permettant de vivre de manière plus légère, consciente et équilibrée. La 10e pratique consiste à créer un journal de guérison pour tes réflexions. L'écriture a un pouvoir transformateur, surtout lorsqu'il s'agit de traiter nos émotions et de réfléchir à nos expériences. Créer un journal de guérison est un outil puissant qui te permet de te libérer, de comprendre tes émotions et de progresser dans ton processus de libération émotionnelle. Ce journal ne devient pas seulement un espace d'expression, mais aussi un reflet de ta croissance et de ta connaissance de soi. La première étape pour commencer un journal de guérison est de définir un espace où tu te sens à l'aise et libre de distraction. Cet espace peut être physique, comme un cahier ou un bloc-notes, ou numérique, si tu préfères écrire sur ton ordinateur ou ton téléphone. L'important est que ce soit un endroit où tu peux être complètement honnête avec toi-même, sans jugement ni filtre. L'objectif est que tu puisses écrire tout ce que tu ressens, sans censure, sans avoir besoin d'organiser ou d'éditer tes pensées. Chaque entrée dans le journal est une opportunité d'explorer ce que tu vis à ce moment-là. Tu peux commencer par écrire sur tes émotions, les difficultés auxquelles tu fais face ou les pensées qui te troublent. Il ne s'agit pas d'écrire parfaitement, mais de te permettre de libérer ce qui est emprisonné en toi. En mettant tes sentiments et tes réflexions en mots, tu te donnes l'opportunité de voir tes pensées d'un point de vue extérieur, ce qui est essentiel pour les comprendre et les traiter de manière plus saine. De plus, le journal de guérison est un lieu idéal pour pratiquer l'autocompassion. Souvent, nous sommes trop durs avec nous-mêmes lorsque nous faisons face à des défis émotionnels. Utiliser le journal pour te rappeler à toi-même qu'il est normal de se sentir vulnérable ou imparfait te permet d'accepter tes émotions sans critique.
Chaque entrée dans ton journal peut devenir un acte d'amour-propre et de soin émotionnel, un rappel que ton processus de guérison est valide et nécessaire. Au fur et à mesure que tu avances dans ton voyage, le journal de guérison devient également un témoin de ta croissance. Relire tes réflexions passées te permet d'observer comment tu as évolué, comment tu as appris des difficultés et comment tu t'es renforcé émotionnellement. Avec le temps, ton journal deviendra un archive de ton propre voyage de guérison, un lieu où tu peux voir ta transformation et te rappeler à quel point tu as progressé. Créer un journal de guérison ne te permet pas seulement de réfléchir, mais aussi de guérir, d'apprendre et de grandir de manière profonde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Imagine que chaque matin vous vous réveillez au milieu d'une tempête. Vous ne la voyez pas, mais vous la ressentez. C'est interne, une pluie de pensées, des rafales d'anxiété, des éclairs de doute. Et sans vous en rendre compte, vous sortez du lit comme si de rien n'était, sans bouclier, sans direction, sans avoir pris une seule décision consciente. C'est ainsi que la journée commence pour des millions de personnes. Le chaos règne, les émotions les emportent, la routine les dévore. Et le pire, ils l'acceptent, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de vivre. Mais il y en a une. Il existe un moyen de faire face à cette tempête et de marcher au milieu d'elle sans vous perdre, de transformer chaque difficulté en entraînement, d'arrêter de réagir à tout ce qui vous entoure et de commencer à répondre à partir de ce que vous êtes vraiment. Cette méthode s'appelle le stoïcisme. Et non, ce n'est pas une philosophie ancienne pour les intellectuels en toge. C'est une pratique quotidienne, crue, réelle, intransmissible. C'est l'art de reprendre le contrôle de votre vie lorsque tout le reste veut vous l'enlever. Et tout commence dans les premières minutes de la journée. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire vous sentir bien. Elle est là pour vous réveiller, pour vous montrer que vous pouvez vivre avec plus de force, plus de liberté et plus de plénitude. Non pas avec des phrases vides, mais avec des actions concrètes. 9 principes stoïciens qui ne restent pas dans l'esprit. Ils sont portés dans le corps, dans les décisions, dans l'instant. Si vous en avez marre de sentir que vous n'avez pas le contrôle, si vous êtes prêt à affronter la tempête sans continuer à fuir, restez jusqu'à la fin. Parce que le monde ne va pas devenir plus facile, mais vous pouvez devenir plus fort. 1. Lâche la corde que tu ne peux pas tirer. Il y a des choses que malgré tous tes efforts, tu ne peux pas contrôler. Des personnes qui ne vont pas changer, des situations que tu ne peux pas résoudre, des moments qui ne reviendront pas. Et pourtant, tu es là, serrant les dents, tirant sur cette corde comme si ta force pouvait tordre le destin. Mais non seulement rien ne change, mais plus tu tires, plus tu t'étouffes. Nous portons tous une corde. Parfois, c'est une relation qui n'a plus d'avenir, mais tu t'accroches par peur ou nostalgie. D'autres fois, c'est une erreur que tu as commise il y a des années et que tu ne t'es toujours pas pardonné. Cela peut aussi être le besoin obsessionnel que tout se passe comme tu l'as prévu, comme si la vie avait l'obligation d'obéir à tes plans. Et plus tu mets de force dans cette corde qui ne bouge pas, plus tu t'épuises. Tu perds de l'énergie, tu perds ta concentration, tu perds la vie. Et le plus absurde, c'est que tout cet effort ne change absolument rien. Le premier principe stoïcien que tu dois appliquer au réveil est celui-ci. Arrête de t'épuiser pour ce que tu ne peux pas contrôler. Ce n'est pas de la reddition, c'est de l'intelligence, c'est de la maturité. C'est utiliser la peu d'énergie que tu as au réveil pour ce qui peut changer le cours de ta journée. Épictète l'a dit clairement, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et si tu ne fais pas cette distinction chaque matin, tu es condamné à vivre dans un combat constant avec la réalité. Un combat que tu vas perdre tous les jours. Tu t'es disputé avec quelqu'un hier? Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider comment tu vas te comporter aujourd'hui. Tu as perdu une opportunité? Tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux mieux te préparer pour la prochaine. Quelqu'un t'a déçu? Tu ne peux pas contrôler ses actions, mais tu peux contrôler ta réaction. C'est ce que tu peux tirer. Le reste,
Lâche-le et ne te trompe pas. Lâcher n'est pas ignorer. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Lâcher, c'est regarder la réalité en face et décider que ton énergie va là où elle peut fleurir, pas là où elle se flétrit. Beaucoup de gens commencent la journée sans se poser une seule fois la question « Où est-ce que je mets mon attention? Qu'est-ce qui occupe mon esprit dès la première minute du matin ?» Et ainsi, ils se perdent dans des batailles invisibles, se battant avec ce qui est déjà arrivé, avec ce qui ne dépend pas d'eux, avec ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas contrôler. L'épuisement ne vient pas seulement du travail physique, il vient de l'effort émotionnel mal dirigé, de se soucier de ce que pensent les autres, de traîner des erreurs comme si elles étaient des condamnations, de vouloir contrôler l'incontrôlable. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens si fatigué à la fin de la journée, même si tu n'as rien fait d'important. Voilà la réponse. Lâche la corde. La nommer est la première étape. Qu'est-ce qui te draine mentalement? Qu'est-ce que tu n'as pas lâché parce que ça te fait mal d'accepter que tu ne peux pas le changer? Écris-le. Dis-le à haute voix. Regarde-le sans peur. Et ensuite, fais le pas le plus courageux. Laisse-le partir. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es prêt à te concentrer sur ce qui peut grandir. Ce principe est la base. Si tu ne le comprends pas, tout le reste s'effondre. Tu peux essayer d'être discipliné, de rester calme ou d'agir avec sagesse, mais si tu t'accroches à l'immuable, tout cela va se diluer. La liberté ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand tu arrêtes de vivre attaché à ce que tu ne peux pas changer. Et ce moment peut être aujourd'hui, dès que tu te réveilles, dès que tu ouvres les yeux et décides de lâcher la corde. 2. Transforme la difficulté en ton dojo mental. Chaque fois que la vie te frappe, tu as deux options, te lamenter ou t'entraîner. La plupart choisissent la première. Ils se plaignent, blâment, se victimisent. Ils veulent que le chemin soit droit, que tout coule sans obstacle, que la vie leur aplanisse le terrain. Mais cette mentalité ne construit pas le caractère, elle construit la faiblesse. Parce que la véritable force ne naît pas du confort, mais du conflit. Les stoïciens comprenaient parfaitement cela. Ils ne voyaient pas la difficulté comme une ennemie, mais comme une alliée. Un terrain d'entraînement, un dojo mental, un espace où tu peux pratiquer la tempérance, la patience, la détermination. Parce que seule sous pression apparaît l'opportunité de montrer qui tu es vraiment. Imagine que chaque problème est un test secret, un défi conçu non pas pour te détruire, mais pour te révéler. Ce retard dans le trafic, cette critique que tu n'attendais pas, ce changement de plan qui te dérange, même cette conversation difficile qui te secoue. Tout cela, si tu l'utilises intelligemment, devient un matériau de construction interne. Marc Aurèle a écrit « Ce qui empêche l'action favorise l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Et ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une façon de vivre. Parce que chaque matin peut mal commencer. Tu peux te réveiller fatigué, avec de mauvaises nouvelles, avec de l'anxiété. Et c'est là que tu décides. Est-ce que je me laisse entraîner ou est-ce que je transforme cela en entraînement? Tu n'as pas besoin d'aller à un temple dans les montagnes pour renforcer ton esprit. Tu es entouré de situations qui peuvent te polir si tu sais les voir comme faisant partie du processus. Ton patron qui ne reconnaît jamais ce que tu fais, ton partenaire qui est distant, tes finances qui ne finissent pas de se stabiliser. Tout cela peut être ton dojo. Chaque tension, une répétition de plus pour ta résistance émotionnelle. Chaque obstacle, une flexion mentale qui augmente ta clarté et ta concentration. Mais cela n'est pas automatique. Cela nécessite une intention. Cela nécessite que tu ne vois pas la douleur comme une punition, mais comme un outil. Que tu ne fuis pas l'effort, mais que tu l'utilises. Parce que plus tu évites la difficulté, plus tu te réduis. Et plus tu affrontes l'inconfort, plus tu grandis à l'intérieur. Pense aux moments qui t'ont le plus formé. Ce n'étaient pas les moments faciles, c'étaient ceux qui ont fait mal, ceux qui ont exigé que tu donnes plus que ce que tu croyais avoir, ceux qui t'ont brisé et qui t'ont ensuite obligé à te reconstruire. C'est là que l'identité se forge, non pas dans les jours tranquilles, mais dans les jours où tout vacille et que tu choisis malgré tout de rester debout.
Le stoïcisme ne nie pas la difficulté, il l'embrasse. Non pas parce qu'il est masochiste, mais parce qu'il comprend que sans tension, il n'y a pas de croissance, que sans poids, il n'y a pas de force, que sans chaos, il n'y a pas d'opportunité de t'organiser à l'intérieur. Alors, la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais, change la question. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux entraîner avec cela ?» Peut-être la patience, peut-être le détachement, peut-être la résilience. Chaque situation apporte sa propre leçon, mais seulement si tu es prêt à la voir avec d'autres yeux. Commencer la journée avec cette mentalité change tout. Parce que tu n'attends plus que la vie soit douce. Tu te prépares à l'affronter telle qu'elle vient. Et en le faisant, chaque défi devient une partie de ton entraînement. Tu n'as pas besoin d'une vie facile pour être fort. Tu as besoin d'un esprit prêt à transformer chaque difficulté en ton dojo. 3. Retourne à l'unique endroit où tu as du pouvoir, le présent. L'esprit humain a un talent très particulier pour être partout, sauf là où se trouve le corps. Parfois, il vit piégé dans ce qui s'est déjà passé, ruminant des erreurs, des blessures, des déceptions. D'autres fois, il se projette vers l'avant, imaginant des tragédies possibles, inventant des problèmes qui n'existent pas encore. Et ainsi, sans que tu t'en rendes compte, tu peux passer toute la journée sans être présent une seule minute. Le résultat est une vie vécue à moitié. Tu fais quelque chose, mais tu penses à autre chose. Tu es avec quelqu'un, mais émotionnellement, tu es ailleurs. Tu respires, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu es vivant, mais tu n'es pas ici. Le stoïcisme a une réponse claire et puissante à cela. Reviens au présent. Retourne à l'unique endroit où tu as du pouvoir, car ni le passé ni le futur ne sont entre tes mains. Seul le présent t'appartient. Seul en ce moment tu peux agir, décider, répondre. Tout le reste est illusion. Marc Aurèle l'a écrit sans détour. La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Et si tes pensées sont constamment dans un autre temps, tu offres ta vie à des fantômes. Chaque matin, l'esprit se réveille inquiet. Il se peut que la première chose dont tu te souviennes soit une préoccupation de la veille. Un message qui n'est pas arrivé. Une tâche en suspens que tu n'as pas terminée. Ou même une scène du passé qui revient comme un écho amer. Sans t'en rendre compte, tu es déjà hors de toi. Tu portes déjà un poids qui ne t'appartient pas aujourd'hui. Et si tu ne le remarques pas à temps, ce poids va définir le rythme de toute ta journée. C'est pourquoi l'un des actes les plus puissants que tu peux faire en te réveillant est de te reconnecter avec le présent. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas. Car être présent n'est pas seulement un joli concept, c'est une discipline, un choix. Un effort constant pour revenir chaque fois que l'esprit s'échappe. Comment faire? D'abord en respirant. Il n'y a pas d'encre plus puissante que le corps. Sentir ta respiration au réveil, écouter le silence, observer la lumière entrant par la fenêtre. Des détails qui sont là mais que tu ignores lorsque tu es en pilote automatique. Ensuite, en te demandant honnêtement, qu'ai-je vraiment sous contrôle en ce moment? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans un an. Maintenant, car si tu réussis à répondre à cette question chaque matin, tu te rends du pouvoir. Le pouvoir d'agir sans être paralysé par ce que tu ne peux pas prévoir. Être dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ni cesser de planifier l'avenir. Cela signifie ne pas vivre asservi par eux. Cela signifie que, même si tu te souviens, tu ne t'enfonces pas. Que, même si tu projettes, tu ne te perds pas. Que chaque décision que tu prends aujourd'hui naît de la clarté de ce que tu peux faire, pas de la peur de ce qui pourrait arriver. Beaucoup de gens vivent paralysés par tout ce qui n'est pas encore arrivé. Ils anticipent la déception, l'échec, le rejet. Et cette peur les empêche de faire ce qu'ils peuvent faire maintenant. Parler, créer, bouger, essayer. Ils attendent le moment parfait, le scénario idéal, la certitude absolue. Mais cela n'arrive pas. Cela n'est jamais arrivé. Car la seule certitude réelle est le moment que tu vis en ce moment même. Et si tu n'apprends pas à l'habiter, tu vas le gaspiller. Tu vas arriver à la fin de la journée sans savoir ce que tu as fait de ton temps. Tu vas avoir l'impression que la journée t'a écrasé, que tu as été emporté par un courant que tu ne contrôles pas.
Et cette sensation, accumulée sur des semaines, des mois ou des années, devient une vie sans direction. Le présent est ton champ de bataille. C'est là que se livre la lutte entre la conscience et le chaos. Et chaque fois que tu choisis de revenir, chaque fois que tu respires, observes, remercies ou simplement fais une pause pour prendre du recul, tu gagnes. Tu reviens au seul point où tu peux changer quelque chose. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être éveillé, de ne pas vivre endormi dans les souvenirs ni anesthésié par l'anxiété de l'avenir, d'habiter ta vie, minute par minute, avec intention. Alors, quand tu te réveilleras demain, avant de prendre ton téléphone, avant de penser à tout ce que tu as à faire, fais ceci. Respire, regarde autour de toi, reconnais que tu es ici. Et dis-toi, calmement et fermement, ce moment est à moi, seulement celui-ci. Et c'est ici que tout commence. 4. Ne mords pas à l'hameçon de la provocation. Imagine que quelqu'un lance un hameçon devant toi. Il brille, il bouge, il a la forme d'une injustice, d'une offense, d'une moquerie. Il est conçu pour te piéger, et tu le sais. Mais malgré tout, tu mords. Et dès que tu le fais, tu perds le contrôle. Tu ne penses plus, tu ne décides plus, tu réagis. Et non pas à ce que tu voulais, mais à ce que quelqu'un d'autre a mis devant toi. Cet hameçon est partout. Dans le regard sarcastique de quelqu'un qui veut te faire perdre ton calme, dans le commentaire passif-agressif que quelqu'un lâche pour se sentir supérieur, dans le trafic, sur les réseaux sociaux, dans la dispute inutile, dans la provocation qui cherche à te déstabiliser. Et si tu n'apprends pas à le voir, tu tombes. Encore et encore. Ce n'est pas un hasard. Le monde est plein de gens qui ne contrôlent pas leurs émotions et qui veulent t'entraîner dans leur tempête. Ils veulent que tu réagisses comme eux, que tu te rabaisses, que tu perdes la tête, parce que c'est plus facile de se mettre à leur niveau. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu t'entraînes à quelque chose de plus grand, l'autocontrôle. Et ça, dans ce monde, c'est un super pouvoir. La provocation ne crie pas toujours. Parfois, elle est subtile. Elle te touche juste là où ça fait mal. Elle te murmure de répondre, d'exploser, de te défendre. Elle te dit « Ne te laisse pas faire. Prouve que tu as raison. Montre-leur qui tu es. » Mais en réalité, chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu ne montres pas ta force. Tu montres que n'importe qui avec un hameçon peut te dominer. Te dominer non pas avec violence, mais avec quelque chose de pire, ta propre colère, ton ego, ton besoin d'avoir le dernier mot. Là, tu perds. Parce que pendant que tu t'épuises, ils se nourrissent de ça. Tu dépenses ton énergie. Ils gagnent ton attention. Et le problème n'est pas seulement ce moment, c'est ce qui vient après. Le malaise, le regret, l'épuisement émotionnel, le temps perdu, les mots que tu as dit et que tu ne peux pas reprendre. Les décisions que tu as prises sous pression, pas avec clarté. Tout ça parce que tu as mordu à quelque chose que tu aurais pu ignorer. Mais ignorer ne signifie pas fuir. Cela ne signifie pas baisser la tête ni accepter l'injustice. Cela signifie choisir quand et comment répondre. Cela signifie ne pas donner ta paix pour un moment de colère. Cela signifie comprendre que toutes les batailles ne valent pas ton énergie. Que tout ce qui te dérange ne mérite pas ton attention. Tu choisis ce qui t'affecte. Et ce choix s'entraîne. Il se pratique tous les jours, surtout le matin, quand tu viens de te réveiller, quand ton esprit est encore en train de se former pour la journée. C'est là que tu es le plus susceptible de tomber, parce qu'un seul message, un seul mot mal dit, un geste déplacé, peut conditionner toute ta journée si tu n'es pas vigilant. C'est pourquoi au réveil, respire et souviens-toi. Personne n'a le pouvoir de te déstabiliser sans ton consentement. Tu peux ressentir la colère, l'inconfort, la tension, et pourtant ne pas réagir comme un animal blessé. Tu peux choisir. Tu peux observer l'hameçon et simplement le laisser passer. Cela ne te rend pas faible, cela te rend libre. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de crier plus fort, c'est de ne pas avoir besoin de le faire. C'est de regarder la provocation en face et de décider « Aujourd'hui, je ne vais pas tomber. Aujourd'hui, tu ne vas pas m'entraîner. » C'est la différence entre vivre sur la défensive ou vivre avec maîtrise de soi.
Et tu n'as pas besoin de perfection, juste de la pratique. Chaque fois que tu réussis à ne pas répondre à l'impulsion, tu gagnes. Tu gagnes en clarté, tu gagnes en force, tu gagnes en contrôle. Parce que tu n'es pas entraîné, tu choisis le rythme. Le monde va continuer à lancer des hameçons, tous les jours. Mais si tu apprends à les voir pour ce qu'ils sont, ils ne t'accrocheront plus. Parce que quand tu décides comment réagir, personne d'autre ne peut diriger ta vie. I5. Marche comme si la mort te soufflait dans la nuque. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde, comme si l'horloge de leur vie était infinie, comme si demain était garanti. On repousse ce qui est important. On enterre l'essentiel sous des distractions, des excuses et des routines vides. On prétend qu'il y aura toujours une autre chance, un autre jour, une autre vie. Mais la vérité, aussi dure soit-elle, est celle-ci. La mort ne prévient pas. Et nous sommes tous plus proches d'elle que nous ne voulons l'admettre. Penser à la mort n'est pas morbide, c'est nécessaire. C'est ce qui te réveille de ta léthargie, ce qui te sort du mode automatique, ce qui te force à regarder ta vie avec urgence, non pas par peur, mais par conscience. Parce que lorsque tu comprends que tout peut se terminer à tout moment, tu commences à vivre vraiment. Imagine que chaque pas que tu fais, tu le fais en sachant qu'il pourrait être le dernier. Non pas de manière dramatique, mais avec présence, avec respect pour le temps, avec intensité. Parce que si tu savais qu'il ne te reste qu'un jour, tu ne le passerais pas à haïr, à douter ou à attendre. Tu l'utiliserais pour aimer, décider, bouger, clore des cycles, commencer ce que tu as toujours remis à plus tard. Le problème est que beaucoup pensent que penser à la mort est déprimant. Mais c'est tout le contraire. C'est te concentrer, c'est filtrer l'inutile, c'est arrêter de donner de l'importance à ce qui n'en a pas. Quand tu comprends que tu n'es pas éternel, les masques tombent, les drames se réduisent et l'essentiel reste en avant. Parce que tu n'as plus de temps pour des bêtises, ni pour des gens qui n'apportent rien, ni pour être là où tu ne veux pas être. Marcher avec la mort dans la nuque n'est pas vivre avec peur, c'est vivre avec intention. C'est regarder chaque jour comme un miracle, pas comme un fardeau. C'est savoir que tu es de passage et que, précisément pour cette raison, chaque décision compte, chaque mot compte, chaque moment pèse. Pense à ceci. Combien de jours as-tu laissé passer par inertie? Combien de fois as-tu dit « je commence demain » Combien de fois as-tu éteint ta voix intérieure juste par confort? Maintenant, imagine que le temps s'épuise. Que ferais-tu différemment? Celui qui marche en se rappelant qu'il peut ne pas y avoir de lendemain, agit avec plus de clarté. Il ne doute pas autant. Il ne repousse pas autant. Il ne se soucie pas autant de ce que pensent les autres. Parce qu'il sait que le temps qu'il perd à cela ne revient pas. Et ce sens de l'urgence est l'un des plus grands cadeaux que tu peux te faire. Mais attention, il ne s'agit pas de courir sans direction. Il ne s'agit pas de vivre dans une course désespérée. Il s'agit de valoriser, de mieux choisir, d'agir aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui tu ne fais pas ce qui compte vraiment, quand le feras-tu? Ce principe s'entraîne chaque matin. Quand tu te réveilles, ne suppose pas que tu as la journée entière garantie. Remercie, respire et demande-toi, si aujourd'hui était ma dernière chance, comment voudrais-je la vivre? Cette question, bien répondue, te met en mouvement. Non pas sous la pression, mais avec sens, avec respect pour ta vie. Le jour où tu prendras conscience que tu pourrais ne pas te réveiller, tu arrêteras de prendre tant de choses à la légère. Tu commenceras à parler plus clairement, à aimer plus fort, à agir avec plus de courage, parce que tu ne te permettras plus de gaspiller ce que tu ne peux pas récupérer, le temps. Et quand tu comprends cela, vraiment, tu ne vis plus de la même manière. Tu n'attends plus que tout soit aligné. Tu n'as plus besoin de permission. Tu ne cherches plus de garantie. Tu avances simplement, avec décision, avec un but, et avec la fermeté de celui qui sait que chaque minute compte. Tu n'es pas ici pour durer éternellement. Tu es ici pour vivre vraiment. Alors marche avec la mort dans la nuque. Non pas pour avoir peur d'elle, mais pour avoir le courage d'honorer la vie. 6. La douleur n'est qu'une visite, pas une condamnation.
Pense à la douleur comme un visiteur inattendu. Elle arrive sans prévenir, frappe à la porte sans délicatesse, s'installe dans ton salon sans demander la permission. Elle te dérange, elle te perturbe. Elle change ton rythme, mais cela ne signifie pas qu'elle va rester pour toujours. Ce n'est pas un hôte permanent, ce n'est qu'une visite. Et comme toute visite, elle finit par partir. Mais le problème n'est pas seulement la douleur, c'est tout ce que tu fais avec elle. Parce que souvent, au lieu de la laisser entrer, de la comprendre et de la laisser sortir, tu la retiens, tu la transformes en identité. Tu la traînes comme si elle faisait partie de toi. Tu lui donnes une chambre dans ton esprit. Tu lui remets les clés. Et c'est là que la douleur, qui était temporaire, se transforme en condamnation. Ce que tu devais ressentir pendant un moment, tu le traînes pendant des mois, des années, toute une vie, parce que tu t'es habitué à sa présence, parce que tu as appris à vivre à partir de la blessure, parce que tu as confondu ressentir la douleur avec être la douleur. Mais tu n'es pas ce qui te fait mal. Tu n'es pas ta tristesse, ni ta colère, ni ton anxiété. Ce sont des états. Ils passent, ils changent. Comme les saisons, comme la pluie, comme le froid. Personne ne croit que l'hiver durera pour toujours. Alors, pourquoi crois-tu que cette tristesse ne finira pas? Accepter la douleur n'est pas se rendre. C'est arrêter de se battre contre l'inévitable. C'est lui ouvrir la porte, la regarder avec courage et lui dire « Je sais que tu es là. Je ne te crains pas, mais tu ne vas pas rester plus longtemps que nécessaire. Parce que tant que tu la nieras ou la cacheras, elle aura plus de pouvoir sur toi. Et oui, parfois ça fait très mal. Ça fait mal de perdre. Ça fait mal d'échouer. Ça fait mal de se sentir seul. Mais même dans cette douleur, il y a quelque chose qui bouge en toi. Quelque chose qui se nettoie, se réorganise, se renforce. La douleur, bien traversée, t'enseigne. Elle te transforme, elle te polit. Ce que tu ne peux pas permettre, c'est qu'elle devienne une excuse, un obstacle, une partie du personnage que tu utilises pour ne pas avancer. Parce qu'alors, ce n'est plus de la douleur, c'est de l'auto-sabotage déguisé en souffrance. Et le plus cruel, c'est que tu te le fais à toi-même, personne d'autre. Quand tu commences la journée avec de la douleur, ne l'ignore pas, mais ne la nourris pas non plus. Ne la transforme pas en monstre. Fais-lui de la place, sans lui donner le contrôle. Dis, oui, aujourd'hui ça fait mal, mais je me lève quand même. Je respire quand même. Je fais ce que j'ai à faire. Parce que le mouvement, même petit, est ce qui coupe les jambes à la douleur. Si tu restes immobile, la douleur devient plus grande. Si tu te renfermes, si tu te punis, si tu te répètes encore et encore l'histoire triste, tu lui donnes des racines. En revanche, si tu agis, si tu avances, si tu t'occupes, la douleur commence à perdre de la force. Parce que le corps en mouvement ne laisse pas de place au désespoir. Parce que l'esprit concentré ne donne pas de pouvoir aux lamentations. Et non, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Cela demande de la pratique. Et chaque jour est une occasion de s'entraîner. Pour te rappeler que tout ce que tu ressens est passager, même ce qui semble éternel, même ce que tu ne comprends pas maintenant. La douleur fait partie de la vie. Nous ne l'évitons pas, nous l'affrontons. Nous ne la nions pas, nous la traversons. Et quand tu réussis à passer de l'autre côté, tu te rends compte de quelque chose. Elle ne t'a pas détruit. Elle t'a montré de quoi tu es fait. Alors, la prochaine fois que tu sens que la douleur est venue frapper à ta porte, ne sois pas effrayé, respire, écoute-la, apprends d'elle, et ensuite, laisse-la partir. Ne t'accroche pas, ne la transforme pas en drapeau, ne la transforme pas en excuse. Parce que tu n'es pas ici pour vivre sous condamnation. Tu es ici pour traverser ce qui fait mal et continuer à marcher. 7. Désactive le besoin d'être validé. Imagine que chaque fois que tu fais quelque chose, tu portes une urne invisible dans tes mains. Tu te promènes dans le monde en espérant que les gens y déposent leur approbation. Un geste, un j'aime, un commentaire, un signe que tu fais les choses correctement. Et si l'urne reste vide, tu t'effondres. Tu te sens inutile, que ce n'était pas suffisant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, en dépendant des miettes de validation des autres pour se sentir en paix.
mesurant leur valeur à travers les yeux des autres. Et c'est l'un des chemins les plus rapides vers une vie vide. Parce que lorsque tu vis en cherchant l'approbation, tu deviens son esclave. Tu ne fais plus les choses par conviction, mais pour la récompense. Tu ne dis plus ce que tu penses, mais ce que tu crois que l'autre veut entendre. Tu ne t'habilles plus, tu ne parles plus, tu n'agis plus avec authenticité, mais avec peur. Et la peur de ne pas plaire, de ne pas s'intégrer, de ne pas être accepté, te transforme en une version déformée de toi-même. Et le pire, c'est que la validation est addictive. Plus tu la reçois, plus tu en as besoin. Plus tu en dépends, moins tu tolères son absence. Tu deviens fragile, tu deviens manipulable et tu t'éloignes de plus en plus de ton véritable pouvoir, celui d'être qui tu es, sans demander la permission. La désactiver ne signifie pas devenir indifférent à tout. Cela signifie que ta valeur ne fluctue pas selon l'opinion extérieure, que ce que les autres pensent de toi n'altère pas ce que tu sais que tu es, que tu peux continuer à agir avec fermeté, même quand on ne t'applaudit pas, parce que tu ne cherches pas à être accepté. Tu es authentique, et cela, dans ce monde, est déjà un acte de courage. Regarde autour de toi. La plupart des gens cherchent l'approbation. Ils publient pour attirer l'attention. Ils parlent pour être acceptés. Ils s'exposent par peur de disparaître. Et dans ce processus, ils se vident, ils se perdent, parce qu'il n'y a plus de véritable identité, seulement une façade qui nécessite un entretien constant. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour vivre avec une direction, pas avec des applaudissements. Pour faire ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Pour agir à partir de ce que tu sais, pas de ce que les autres veulent. Et cela commence chaque matin, quand tu te lèves et décides que tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu vas bien. Tu le sais déjà, et cela suffit. Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu deviens plus libre, plus fort, plus silencieux à l'intérieur, parce que tu ne dépends plus de l'opinion volatile du monde. Et cela te permet de te déplacer avec fermeté, même quand personne ne te voit, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne te comprend. Désactive le besoin d'être validé, et ce qui reste sera le plus authentique que tu as. 8. Fais l'inventaire de ta richesse invisible. Imagine te réveiller un jour et te rendre compte que tout ce que tu possèdes peut disparaître. Tes objets, ton argent, ton statut, tes titres, tout. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne peut pas être enlevé aussi facilement. Quelque chose qui n'est pas visible, mais qui te soutient. C'est ta richesse invisible. Et si tu ne la reconnais pas à temps, tu vivras en croyant que tu es pauvre, alors qu'en réalité, tu es plein. La plupart des gens ne mesurent leur valeur que par ce qui peut être compté ou montré. Combien tu gagnes, ce que tu as accompli. Mais ce n'est que la surface. Si tu perds tout demain, qui serais-tu? Voilà la vraie question. Parce que la vraie richesse n'est pas ce que tu as à l'extérieur, mais ce que tu portes à l'intérieur. Ta capacité à penser clairement, ta résilience face à la difficulté, ta tempérance quand tout est en désordre, ta capacité à aimer, à apprendre, à écouter, ton éthique, ton courage, ta parole, ta présence. Rien de tout cela n'apparaît sur un compte bancaire. Mais c'est ce qui te relève quand tout le reste tombe. Le problème, c'est que nous vivons tellement concentrés sur la production, l'accumulation, la démonstration, que nous oublions de regarder à l'intérieur. Et quand tu ne fais pas cet inventaire interne, tu te sens vide, même si tu as tout. Parce que tu es déconnecté de ce qui te rend vraiment fort, de ce que personne ne peut te voler. Fais l'exercice. Ferme les yeux et demande-toi, qu'est-ce qui me reste si tout l'extérieur disparaît? Qu'est-ce qui m'accompagne quand il n'y a pas de témoin? Quelles ressources ai-je en moi qui m'ont soutenu dans les pires jours? Voilà ta vraie richesse. Et si tu ne la vois pas, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là, mais parce que tu ne t'es pas arrêté pour la reconnaître. Nous portons tous des forces invisibles. Certains ont traversé d'énormes pertes et sont toujours debout.
D'autres ont appris à se lever chaque jour avec peur, mais sans abandonner. D'autres ont soutenu des personnes qu'ils aiment alors qu'ils se sentaient eux-mêmes brisés. Tout cela compte. Tout cela a de la valeur. Même si personne ne le voit, même si tu ne le publies pas, même si cela n'est pas récompensé. Et plus tu es conscient de cet inventaire interne, moins tu auras besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu sais déjà qui tu es. Tu sais déjà ce que tu as. Tu ne dépends plus des apparences. Parce que le plus précieux ne se montre pas, il se vit. La prochaine fois que tu te sens insuffisant, que tu ne te sens pas à la hauteur, que tu te sens en manque de quelque chose, arrête-toi. Regarde à l'intérieur. Rappelle-toi tout ce que tu as affronté, tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu as appris sans que personne ne le sache. Cela ne s'achète pas. Cela ne se vend pas. C'est à toi. 9. Débarrasse-toi du bruit qui t'éloigne de toi. Tu es entouré de bruit. Pas seulement celui que tu entends avec tes oreilles, mais celui qui s'infiltre dans ta tête et ne te laisse pas penser. Opinions, nouvelles, règles étrangères, attentes, comparaisons, réseaux sociaux qui crient comment tu devrais vivre, ressentir, t'habiller, agir. Et plus tu t'exposes à ce bruit, plus tu t'éloignes de ta propre voix. Le problème n'est pas le monde, c'est que tu t'es habitué à l'écouter plus que toi. Tu as permis que les voix extérieures occupent l'espace qui te revient à l'intérieur. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre selon un scénario que tu n'as pas écrit. Tu poursuis des objectifs qui ne sont pas les tiens. Tu t'exiges des choses qui ne viennent pas de ton essence, mais de la pression externe. C'est pourquoi tu te sens fatigué, même sans avoir beaucoup fait. Parce que le bruit use, il te distrait, il te confond. Il te garde occupé, mais vide, plein de stimuli, mais sans direction. Tu passes des heures connecté à tout, sauf à toi, et c'est ainsi que peu à peu tu te perds. Faire taire ce bruit n'est pas un acte de déconnexion, c'est un acte de reconnexion. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à t'écouter plus que tout le reste. Parce que si ton esprit est plein de bruit étranger, il n'y a pas de place pour ce que tu penses, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Pour cela, il faut du courage, il faut s'arrêter, éteindre des choses, sortir du bruit même si tu as l'impression de rester dehors, même si tu as l'impression de perdre quelque chose. La seule chose que tu perds est la distraction qui t'éloignait de toi. Ferme des sessions, éteins des écrans, va te promener sans écouteurs, écris ce que tu ressens. Observe tes pensées sans filtre, sans jugement. Fais le silence avec intention. Pas seulement pour te reposer, mais pour te retrouver. Parce que là, dans cet espace sans interférence, c'est là que commence ta véritable clarté. Où tu entends ce que tu avais ignoré, où apparaissent tes propres réponses. Pas celles que les autres te donnent, celles dont tu as besoin. Le monde va continuer à faire du bruit. Tu ne peux pas l'arrêter. Mais tu peux décider combien de ce bruit tu laisses entrer. Tu peux choisir quelle voix mérite ton attention. Et surtout, tu peux apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'inverse. Tu es plus proche de toi quand le bruit se tait, quand tu baisses le volume du monde et augmentes celui de ta conscience. Là, tu recommences à ressentir. Là, tu recommences à penser clairement. Là, tu recommences à respirer avec sens. Débarrasse-toi du bruit. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ce n'est pas toi. Et ta vie ne peut pas se construire sur un écho de ce que les autres disent. Elle doit se construire sur ta voix. Claire, directe, véritable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.